qualification de contrat de marché public. À la deuxième ou troisième audience, le prévenu Kamere vous a même dit que le contrat pouvait être verbal. Il vous l'a dit. Et quelque part dans ce développement, il vous a même dit qu'il était possible de régulariser. C'est pourquoi j'ai failli intituler ce procès ou cette plaidoirie, la plaidoirie de rattrapage. De rattrapage. Et vous verrez que toute la succession d'actes dont je vous avais parlé à la première audience, ce ne sont que des actes de rattrapage. Comment? Le contrat de marché public, quelle est sa nature juridique d'abord? Ce n'est pas un contrat de droit privé, c'est un contrat de droit public, et plus précisément un contrat de droit administratif. Cette qualification a quelque chose d'important en droit, parce que justement, lorsqu'un contrat est de droit public, sa nullité a une nature différente de la nullité d'un contrat de droit privé. Je suis obligé de dissiper ces malentendus. Les confrères reviendront peut-être plus tard dans les répliques sur cela. Un contrat de droit public est soumis à des règles d'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des règles auxquelles on ne peut pas déroger et qui entraînent en cas de violation une nullité absolue. Et la nullité absolue dans la théorie générale du droit interdit toute confirmation postérieure. Donc, tout rattrapage est interdit. Tout rattrapage est interdit. C'est très important de le savoir dès l'abord, dès l'entame de cette plaidoirie, parce que M. Kamere et les prévenus qui sont en corréité avec lui viendront vous dire oui, mais nous avons tenté de nous rattraper. C'est tellement grave, parce qu'au commencement de ce procès, c'est ce qui se passe réellement. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a déjà un plan de décaissement qui est fait et qui indique même le montant qui doit être payé pour Samibo et SARL. Mais ce plan est antérieur à la facture elle-même. Et cette facture est antérieure au contrat, à l'avenant, au contrat qu'il invoque lui-même. Donc vous voyez qu'il est dans un processus de régularisation. Si la régularisation existe en comptabilité publique, elle n'existe pas en droit des contrats de marché public. Donc ce malentendu doit être dissipé dès le départ. Je ne reviendrai pas sur ce qu'avait dit un des témoins ici, mais je crois que c'est M. Bilomba qui contestait des diplômes qu'on achetait ailleurs. Parce que je pense qu'il ne parlait pas du Congo. Parce qu'avoir la qualité des gens qui sont ici, le Congo a produit des gens suffisamment compétents pour savoir quelles sont les conditions légales de la passation des marchés publics. Et ces étapes sont indiquées dans la loi. Peut-être pour ne pas vous distraire, je prends ces étapes. Ces étapes se retrouvent dans l'article 194 déjà du manuel de procédure, qui dit ceci. S'agissant de l'avenant, un avenant n'est valable que si, il y a un que si il a obtenu la non-objection de la Direction générale du contrôle des marchés publics. Et des deux, s'il est approuvé par l'autorité approbatrice compétente, compte tenu du montant du marché augmenté de celui de l'avenant. Alors, mon honoré confrère reviendra sur les détails techniques de cela. Mais vous voyez déjà que ces deux conditions viennent à manquer. Viennent à manquer. Et donc, c'est des choses qui ne peuvent pas être faites après. Alors, deuxième malentendu qu'il faut évacuer, c'est les règles de l'administration de la preuve en matière pénale. Le prévenu Kamere et à la suite, beaucoup d'autres personnes, et même ses conseils, ont exigé un procès pièce contre pièce. Oui, mais ce raisonnement est valable en matière de procès civil, qui a une autre règle qui préside à l'administration de la preuve, qui est la hiérarchie de mode de preuve. Et là-bas, c'est l'écrit contre l'écrit. Mais en matière pénale, il faut qu'il soit entendu de tous que la procédure pénale obéit plutôt à une autre règle, qui est la conviction du juge, mais qui n'est pas une conviction arbitraire, mais une conviction qui s'appuie sur des éléments de preuve qui sont administrés de manière libre par les parties. Il faut que ce soit clair déjà pour tous. Et donc, lorsque nous parlions à la première audience d'une infraction, non pas intellectuelle, comme j'ai lu
chez certains semi-juristes, mais plus d'intellectuels, mais plus des intellectuels, on ne va pas quand même pas s'entendre que M. Kamere vienne vous dire, regardez dans mes poches si vous ne trouvez pas l'argent du détournement. Ce serait très facile. Mais puisque c'est un intellectuel, qu'est-ce qu'il fait? Nous sommes dans un processus de toile d'araignée. Dans cette toile d'araignée, il y a un chef d'orchestre. Et puis il y a des mains. Il y a les mains qui agissent. C'est ça le processus criminel que nous devons démontrer. Ce n'est pas produire des pièces. Encore que nous en aurons tout à l'heure, que nous allons vous produire. Puisque vous avez dit que le procès pénal, les pièces sont produites. La seule règle, c'est que ces pièces doivent être soumises au contradictoire devant toutes les parties. Alors, un autre malentendu, et c'est ce malentendu qui porte d'ailleurs sur ces fameuses, c'est les fameuses annotations du chef de l'État. Au départ, on vous a dit que c'était sur l'instruction du chef de l'État, donc je pensais qu'il y avait des annotations écrites. Mais maintenant, on évolue, on vous dit non, il ne s'agit pas d'annotation écrite, il s'agit d'un discours. Bon, mais même à supposer que ce discours soit une instruction. Mais est-ce qu'une instruction vaut-elle un contrat ou un mandat criminel donné au prévenu d'aller faire autre chose que ce pourquoi on a été envoyé en mission? Donc vous verrez bien que c'est des choses qui ne tiennent pas. Et peut-être nous reviendrons là-dessus. Alors, les schémas criminels. Je vous ai dit qu'il s'agissait d'une toile d'araignée. Au centre de tout, il y a Vital Kamere. Ils accèdent au pouvoir le 24 janvier. Le 25 janvier, ils paralysent le gouvernement et les entreprises publiques par un communiqué. C'est évident. Ça, c'est un fait constant dans le dossier. Mais en dehors de Vital Kamere, il y a sa famille biologique et sa famille politique. Dans sa famille biologique, il a un certain Massaro qui connaît les enfants Jamal. Et les enfants Jamal qui connaissent Massaro. Et Massaro se met en contact avec M. Jamal, qui au départ avait déjà un contrat depuis 2018 de 900 maisons sur 9 provinces non exécutées faute de moyens, malgré l'ordre de mission qui avait été déjà lancé, malgré la demande de fonds de 7 500 000 $ qui avait été déjà engagé. Ce contrat n'est pas exécuté. Alors, bon, on va dire, mais faites, mais monsieur Jamal, je pense qu'on peut recommencer ce dossier. Mais au lieu de rester sur 26 millions qui sont des cacahuètes, allons sur un montant plus important. On va sur le montant de 57 500 000. On dit, mais on peut réduire même d'ailleurs le nombre de provinces. Au lieu de 9, on revient à 7. Voilà les faits. Et quand vous demandez à Massaro, mais est-ce que vous connaissez Jamal? Au départ, il dit oui, je l'ai connu par ses enfants. Mais à la première audience, rappelez-vous, M. Kamere et M. Jamal vous ont dit de manière claire, de manière sérieuse, comme une crise cardiaque, qu'ils ne se connaissaient pas, qu'ils ne s'étaient jamais vus, même si plus tard, à la dernière audience, peut-être après avoir médité autrement, ils sont arrivés à dire qu'ils se sont vus pour M. Kamere pendant 2-3 minutes peut-être. 2-3 minutes peut-être. Et pour Jamal, oui, une fois ou deux fois. Et donc ils ont une sorte d'amnésie sélective. Tantôt ils se rappellent qu'ils se sont vus, et tantôt ils oublient qu'ils se sont vus. Mais un seul élément montre qu'ils se sont vus. Mais un seul plan de décaissement, un seul document. Mais comment pouvait-il, le 1er mars 2019, prévoir un paiement pour Samigo qui ne lui avait adressé ni contrat, ni facture? Ce serait soit un cadeau, soit une révélation du Saint-Esprit, mais je ne crois pas que le Saint-Esprit agit dans ce genre de circonstances. Il le fait, parce que la facture arrive après, elle arrive le 6. Mais il a déjà indiqué que Samigo doit être payé. Non pas le montant qui était dans le contrat de 26 millions, mais un autre montant, celui qui sera d'ailleurs payé plus tard. Donc vous vous rendez bien compte qu'il s'agit des gens qui se connaissent. Et là, je comprends son argument premier. Son argument premier est de dire, mais un contrat de marché public peut être verbal. Ah, là, je comprends. Mais pour qu'il soit verbal, il faut que les gens se soient rencontrés. C'est de la logique. C'est de la logique. Vous voyez que dans ce fatras de faits, dans ce fatras d'éléments isolés,
on peut trouver une logique. C'est cette logique-là qui va vous amener au détournement. Mais lorsque cet argent arrive, qu'est-ce qu'il fait? Puisque tout le monde est paralysé, parce que l'autorité contractante s'appelle au départ le ministère du Développement rural. Cette autorité contractante, c'est elle qui doit solliciter le paiement au profit du titulaire du marché qui est Samibo Espéré. Non, ce n'est pas cette autorité, c'est plutôt le directeur du cabinet de l'État. Agissant cette fois-ci, non pas comme directeur de cabinet, parce que dans l'ordonnance qui crée le cabinet du chef de l'État, il n'y a aucune compétence particulière pour aller réclamer l'exécution d'un contrat de marché public. Non. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il sollicite le paiement de la totalité, au mépris du contrat lui-même qu'il invoque. Puisque ce contrat dit, en première tranche, 30%. Mais avant même 30%, les agents du ministère du Développement rural devaient faire un voyage en Turquie pour checker, pour contrôler la qualité. Ça, tout ça n'est pas fait. Mais je vous dirai plus tard pourquoi tout ça n'est pas fait. Pourquoi on passe outre. Et vous avez posé intelligemment cette question. Vous avez dit, mais quels sont les engagements des parties dans le contrat? Mais le président Kamel vous a dit, ce n'est pas son rôle de lire le contrat. En d'autres termes, dans ce contrat, une seule disposition l'aurait intéressé, c'est le prix. 57 500 000. Mais le reste des engagements des partis, c'est pas ce qu'on va faire. Mais pour quelqu'un qui est sorti d'une bonne école de l'université de Kinshasa, qui a de l'expérience, qui est un intellectuel, il vous l'a dit à la première audience, c'est quand même curieux qu'il ne lise qu'une seule disposition du contrat et pas les autres. Et pas les autres. Et il ne s'arrête pas là. Il dit, mais oui, mais puisque l'argent est arrivé chez les tiers. Parce que le vrai problème du détournement, contrairement au vol, le vol, on doit trouver le bien volé entre les mecs du voleur. Mais pas ici, pas le détournement. Le détournement, c'est pas trouver au bénéfice d'un tiers. Ici, l'argent va chez un tiers. Mais curieusement, nous constatons des mouvements suspects tout autour. Des mouvements d'argent. Des gens qui avaient 28 000 $ au 31 mars 2018. Tout d'un coup se retrouvent tous autour de 400 000, 500 000, 800 000. Tout ça c'est curieux, toujours au moment où le premier paiement a eu lieu. C'est curieux. Et plus tard, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la queue. Et en même temps, comme disait les latins, c'est avec la fin, je laisse le plaisir à mon estimé confrère plus tard de revenir sur une pièce capitale qui montre cette intention. Et vous avez tout autour de la famille biologique, Massaro, tout agent de la SONAS se retrouve en train d'acheter des immeubles à la vente publique à 1 120 000 $, d'acheter des maisons à 600 000 $, à la même période, c'est-à-dire avril-mai 2019. Il y a un enrichissement qui ne s'explique pas. On vous dit non, ce sont des réserves, ce sont des économies. Mais on n'indique pas l'origine de ces économies. Pire encore, on achète quelques immeubles dans la ville. Mais tous ces immeubles, puisque le crime ne peut pas être parfait, ont connu un seul monsieur comme chargé des démarches administratives. C'est monsieur Tanier Mécha. Et monsieur Tanier Mécha dépose devant le juge de lui pour dire oui. Voilà la liste de tous les certificats d'enregistrement. Et il ajoute d'ailleurs, je les ai tous en original, moi. Je les ai tous en original. Et d'ailleurs, c'est monsieur Kamel qui m'a demandé de les garder. Et quand on regarde dans cette liste, on ne voit pas un seul document au nom de M. Kamere, à part un terrain qu'il aurait encelé dans une île, quelque part là-bas. Mais tous les biens sont au nom de membres de sa famille. Et curieusement, sa famille politique s'invite. Pour une fois, lorsqu'on établit un titre de propriété, ce titre de propriété se retrouve demandé dans un ministère. C'est le ministre Sakombi, curieusement, de la même famille politique de lui, qui apparaît pour vous dire, écoutez, amenez-moi le certificat. Les témoins ont été entendus, les procès-verbaux sont au dossier qui indique qu'il a demandé. Et se rendant compte donc de
cette toile d'arrivée, il y a quelques fissures déjà. Parce que le 23 janvier déjà, Mme Soraya était cessionnaire d'un terrain. Se rendant compte de cette difficulté, vous avez vu le débat qui s'est passé la dernière fois. On dit oui, mais moi j'ai acheté. Mais celui chez qui on est censé avoir acheté, Jamal dit non. Même si je ne parle pas très bien français, je ne me trompe pas. Je n'ai pas vendu, j'ai donné cadeau. J'ai donné cadeau. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que son avocat, Maître Chicha Bokolombo, a écrit parlant de cession. Parle de cession, il ne parle pas de vente. Donc, on est dans un processus de rattrapage des erreurs. Mais ce processus va même plus loin que le président, il va atteindre même le parquet général de la Goumbé. On ouvre un faux dossier. On ouvre un faux dossier. Parce que M. Kamel vous a dit, rappelez-vous, que lorsqu'il a vu dans les réseaux sociaux que sa fille, ou plutôt sa belle-fille, était devenue cessionnaire d'une parcelle sur la baie d'Ingaliema, il fallait faire annuler ce contrat. Très bien. Et il en aurait parlé au chef de l'État. Très bien. Mais il est allé plus loin, sans le faire ouvertement. On est passé par le parquet près la cour d'appel de la Goumbé. Qui a ouvert un dossier, je ne sais contre qui. Mais au cours de ce dossier, on a intimé l'ordre aux conservateurs d'annuler le certificat d'enregistrement de Soraya. Ça a été fait, vous verrez le certificat là-dedans. Il y a le procès de bon annonce. Mais monsieur le conservateur étant un homme intelligent, il dit que oui, mais je vais annuler sur quelle base? Parce que les actes sont faits régulièrement. Il a établi, il a annulé, bien sûr, pour des questions de superficie, mais il a rétabli le titre au nom des partis. De telle sorte que le rattrapage du bail a été établi bel et bien au nom de Soraya. Malgré les dénégations déjà de son père, de son beau-père, que ce contrat était mauvais. Donc il était tout à fait au courant au moment où il signait en 2019 le paiement, en avril 2019, que le contrat avec Soraya existait parce qu'il était déjà au parquet. Donc voilà pourquoi je vous disais que l'ensemble des actes isolés va nous indiquer finalement le processus. Alors s'agissant de son épouse, vous l'avez entendu, vous avez vu comment elle s'est battue, mais en faisant une belle récitation. Mais comme toute belle récitation, les récitations ont toujours des défauts. Alors madame vous dit au départ qu'elle est commerçante, mais elle ne connaît pas sous quel régime de commerce elle exerce ce commerce. Mais elle se rappelle qu'il y a quand même 826 000 $ qui ont été donnés en cash à son mariage, 33 000 € en cash, 10 millions de francs CFA, 4,9. Et tout d'un coup, cet argent qui est donné au mois de février, parce que c'était un mariage public, en tout cas, qui a connu une grande publicité, mais cet argent ne se retrouve sur le compte dans une seule fraction au mois d'avril, exactement après le 8 avril, c'est-à-dire après le paiement de la première tranche de 14 millions donnés à Samigo. C'est des coïncidences. Le Saint-Esprit agit. C'est possible. Il peut agir. Que les gens d'une famille aient de l'argent tous presque au même moment. Achètent leurs biens presque tous au moment. Mais le Saint-Esprit agit. Mais le Saint-Esprit agit dans le bien. Il n'agit pas de cette manière-là. Parce que le directeur de cabinet, tout puissant qu'il est, il a un salaire connu. Il a un salaire connu. Ce salaire, on peut le retracer. On peut le retracer. Et il est incapable, ce salaire-là, d'acheter ces biens-là dans une année. C'est impossible. C'est impossible. Encore que je ne veux pas aller plus loin parce que le code de l'éthique interdit d'ailleurs aux agents publics et à leurs épouses, même par personne interposée, de faire le commerce. Et donc, cette voie-là n'est pas la meilleure de toutes les manières. Voilà comment cela se passe. Et au-delà, il y a M. Mouima. M. Mouima. Malgré l'article 6 du contrat qu'ils invoquent eux-mêmes, mais qu'ils ont mal lu. Puisque ce contrat, l'article 6 parle du titulaire du marché. Dans l'entendement des autres, dans la République, tout à l'heure, ils disaient oui, mais c'est plutôt le gouvernement congolais qui doit payer les taxes, la douane. Elle dit non, non,
Le mot titulaire dans le droit du marché public infère d'abord au soumissionnaire dont l'offre a été acceptée, c'est-à-dire à la personne qui a obtenu le marché public. Ça ne peut pas être l'État. Et donc, il y a comme une sorte d'entente, je ne dirais pas préalable, mais d'entente commune. C'est ce que la jurisprudence d'ailleurs exige. D'entente commune pour que l'argent de l'État atterrisse dans les bonnes mains et ne fasse pas ce qu'il doit faire. Mais maintenant, on va vous donner un dernier argument. On dit, oui, mais il y a 211 maisons. Il y a 211 maisons. Oui, il y a 211 maisons, on sait le voir. Mais où est l'argent? Parce que l'argent avait été donné au mépris et de loi de la République, des règlements de la République et du contrat lui-même. Pour que cela soit fait dans l'urgence. Et le ministre Yav a été encore plus disert parce que certainement sorti de bonnes écoles, il n'a pas voulu dire beaucoup de choses, mais il a sorti une belle phrase. Il dit, Monsieur le Président, le directeur de cabinet m'a fait comprendre la priorité qu'il y avait. La priorité. Cette priorité qui est allée jusqu'à toucher aux réserves internationales. Et donc, on ne peut pas revenir une année après pour nous dire qu'il y a 211 maisons. Sinon, la priorité s'est émoussée, il n'y en a pas. Pourquoi fallait-il aller si vite si en fin de compte on est allé si lentement? Pourquoi? Et donc, c'était des manœuvres de rattrapage. S'était rendu compte que finalement tout était bouclé, que la faute était là. Alors le président Kamere et sa suite ont commencé à chercher. Mais plus grave encore, Ouima, qui va toucher de l'argent de la République, a un comparse, qui est également un membre de la famille politique de M. Vital Kamere, Monsieur le ministre Toumba John. Je n'ose pas appeler excellence, parce que le mot excellence, je crois qu'il doit avoir un contenu moral. Mais ce ministre se promène avec de l'argent de la République. Dans le coffre de sa voiture, il se retrouve à Matadi pour importer non pas les maisons, finalement des voitures de la présidence. Finalement quoi? Il importe les véhicules, il importe les meubles et des appareils matériels qu'on a vu peut-être à la télévision être donnés comme des cadeaux dans les hôpitaux. Mais ça s'appelle comment tout ça? C'est ça le détournement, Monsieur le Président. Voilà pourquoi je m'en tenais d'abord à faire ce malentendu, lever ce malentendu. Ouvert à la même banque. Donc il prend l'argent de l'État dans un compte, il ouvre un autre compte dans la même banque, et il prend de l'argent du trésor qu'il verse dans son compte. Et le reste d'argent, Monsieur le Président, vous voyez bien la destination que cet argent a pris. Je vous donnerai des pièces un peu plus tard. Soyez-en sûrs, vous aurez ces éléments, Monsieur le Président. Avant que le montant n'arrive dans le plan de décaissement, les gens se sont vus. N'oubliez pas, Monsieur le Président, que le sulfureux Massaro a reçu des fils Jamal, deux véhicules, une Range Rover et une Toyota Prado TX. Range Rover dont il est de notoriété publique, qu'elle a été abandonnée quelque part sur Kalini. Il y a un jour à peine. Avec une femme, un volet jaune de la DGI, au nom du sulfureux Massaro, cadeau reçu des enfants Jamal. Il dit le tempo. Et lorsque le paiement est fait le 18, le 19, l'argent sort. Et qui sort l'argent? Ce sont les fils Jamal, qui essayent de là où ils sont de faire du bruit, mais ils auraient été plus hommes que de prendre des avions et venir en RDC. Bon, ce n'est pas notre problème, il y a le ministère public pour ça. En tout cas, on les attend de pied ferme. Monsieur le Président, pour vous montrer ce qu'on appelle la commune intention qui se dégage. Le 3 mai, c'est-à-dire que M. Jamal reçoit 57 millions, le 3 mai, Monsieur le Président, il fait une lettre au ministre du Développement rural. Mais je crois qu'il a poussé notre prudence quand même assez loin. Qu'est-ce qu'il écrit, Monsieur le Président? Annulation de l'ancienne facture de 26 millions, transmission de la nouvelle
vous savez, comme Monsieur le Président, il fait la référence au contrat 001, c'est-à-dire au contrat de 2018. Nous sommes au mois de mai. Ce Jamal est probablement un grand commerçant. Je ne savais pas qu'il avait tout fini à ce point. Qu'est-ce qu'il écrit? Ce changement est dû à la demande de la présidence de la République qui a retenu ce projet phare dans les 100 jours du programme chef de l'État en modifiant le nombre de maisons, 1500 au lieu de 500, et le type de maison, villa duplex à la place de maison simple de 2 chambres. Monsieur le Président, l'on est en droit de se poser des questions et des bonnes questions. C'est Jamal, signez s'il vous plaît. Le très respectueux Jamal. Au mois de mai, non, il reçoit l'argent. Et au mois de mai, il se souvient qu'il y a un ministre de développement rural. Sans doute que je ne vais pas répéter ce que lui m'a dit ici. Et monsieur vous dit, c'est à la demande de la présidence de la République. Mais parce que les gens qui ont été aux responsabilités sont là. Et il leur appartient de dire à votre tribunal qui, à la présidence de la République, a demandé à M. Jamal d'envoyer une nouvelle facture au développement rural. Puisque M. Jamal avait un contrat avec le développement rural, qu'est-ce que la présidence est venue faire à lui demander? Nous sommes sur son livre, M. le Président. Parce que les spécialistes des autorisations du président de la République, vous les entendrez. Est-ce le président de la République qui avait demandé qu'on passe de 900 à 1500 maisons? Jamal nous dit à la présidence qu'on lui a demandé. Qui à la présidence lui a demandé? Qui à la présidence? Nous sommes au mois de mai, s'il vous plaît. Le même 13 mai, le ministre des Finances, un homme galant, va saisir le ministre du Budget. À ce moment-là, on se souvient qu'il existe lui aussi. Comme Jamal s'est souvenu du ministère du Développement rural, on se souvient aussi qu'il y a une chaîne de dépenses qui veut que tout parte d'un bon d'engagement et la liquidation au budget avant d'aller aux finances pour ordonnancer à la Banque centrale pour payer. Tout le monde se souvient. Et vous avez entendu les spécialistes de régularisation. Le ministre des Finances envoie au pauvre ministre du Budget de la documentation, c'est-à-dire de la paperasse, pour lui demander, on a payé 57 millions, personne n'a cherché à savoir sur base de quoi. Maintenant, régulariser, parce qu'on sait que ça va parler un jour. Et j'ai entendu un prévenu vous dire que c'est des tas de documents qui sont à la régularisation, et j'apprécie qu'il ait reconnu que ce n'était pas la procédure appropriée, parce qu'en réalité, la régularisation est un paravent pour couvrir tout simplement les détournements de l'argent de l'État. Nous sommes le 13 mai. Sur le président, cette chronologie est intéressante. Le 22 mai, encore une fois, le directeur de cabinet, cette fois-là, il écrit officiellement à l'urbanisme. Le 22 mai, pour lui dire, mettez en place un comité, d'ailleurs pour lui-même défini. Nous sommes le 22 mai. Et un arrêté est pris. Je vous épargne, Monsieur le Président, la lecture de la note explicative qui est venue de ce ministère. Mais vous lirez ce rapport et vous verrez ce que les services de l'État en disent. L'ancien ministre du Développement rural était ici. Il vous a expliqué qu'il a commencé à se battre pour régulariser. Oui, en effet, à partir de mai. Mais monsieur ne sait pas qu'en réalité, Samibou est déjà payé. Déjà payé. Déjà payé. Alors que, Monsieur le Président,
Sonibo a reçu 57 millions. Le 5 juin, le prévenu Kamere signe une lettre à monsieur le ministre des Finances. Mise à disposition des fonds en faveur du comptable public, 1 342 180. Monsieur le Président, ça commence à devenir intéressant, ce puzzle. Et il dit que cet argent sert à quoi? 300 maisons pour la ville de Kinshasa-Maluku sont arrivées, 181 conteneurs. Il affirme qu'il y a l'exonération des droits et taxes relatifs à leur importation, exonération accordée à la présidence, vous l'avez suivi. Cependant, il ne reste qu'à les dédouaner et les acheminer à Kinshasa, et les frais accessoires totaux et relatifs sont estimés, il donne le montant. Vous avez en annexe à sa lettre un état de besoin, établi par le spécialiste de l'importation à la présidence de la République. Nous sommes au mois de juin. La question à laquelle jusque-là on n'a pas eu de réponse, qu'est-ce que la présidence de la République vient faire dans le dédouanement des conteneurs commandés par un prestataire privé? Qu'est-ce que le président vient faire? Nous sommes le 5 juin. Pourquoi, monsieur le directeur de cabinet, s'est-il pris en devoir d'obtenir que cet argent sorte de la caisse de l'État au mois de juin? Pourquoi veut-il prêter concours à un privé qui a reçu 57 millions? Pourquoi? Dans quel intérêt? Lui qui n'a rien à voir avec ce marché, lui qui regarde les choses de loin, lui qui travaille par des annotations, pourquoi s'est-il pris en devoir de faire sortir l'argent de l'État? Monsieur le Président, pour bien avancer et la bonne compréhension de ce dont je vous parle, il vous souviendra. Vous l'avez entendu ici de l'ancien ministre du Budget, qu'il a été dans l'impossibilité d'obtenir un petit paiement d'une banque, tout simplement parce que la banque lui a répondu, pour bien me suivre, je vous lis la réponse de la banque.